En 2008, lorsque les tours du Mont-Saint-Éloi étaient transférées de l'État au département du Pas-de-Calais, celui-ci s'est engagé à assurer la conservation et la mise en valeur du site. 2 ans plus tard, le service départemental d'archéologie s'est vu confier cette mission de valorisation par la mise en place d'un programme de fouilles archéologiques réparti sur 3 ans. Une meilleure connaissance du site favorisera sa réappropriation par les habitants du Pas-de-Calais. Septembre 2010, une équipe d'une douzaine d'archéologues procède au diagnostic du site. Après le passage des pelleteuses qui ont ouvert la zone sur 1240 m², c'est maintenant armé de pelles et de truelles que les archéologues remontent dans le temps. On sait qu'on a une fondation qui remonte à la seconde moitié du 7e siècle après Jésus-Christ, un abandon dans le courant, avec le passage des Vikings, dans le courant du 9e siècle, et une réoccupation du secteur avec une communauté de chanoines sur le site du Mont-Saint-Éloi qui ont construit des bâtiments, leur église abbatiale, leurs bâtiments conventuels tout autour. L'abbaye s'est enrichie progressivement pendant toute la période médiévale jusqu'en 1750 où a été décidé de reconstruire entièrement l'abbaye et les bâtiments conventuels dont il reste quelques éléments, en l'occurrence les 2 tours de l'abbaye du Mont-Saint-Éloi qui ont été préservées de la démolition après la période révolutionnaire. Devenue bien nationale, vendue à un particulier, l'abbaye a servi après la Révolution de carrière pour construire les maisons des villages alentours. Les pierres de l'abbaye se retrouvent même dans certains édifices d'Arras. Pendant la Grande Guerre, les 2 tours, derniers vestiges encore debout, constituaient un observatoire privilégié par les Alliés et par conséquent la cible des bombardements allemands. 13 siècles d'occupation et de destruction successives ont tracé le sol du Mont-Saint-Éloi. Et il est difficile pour un œil non exercé de distinguer un mur de remblai d'une tranchée de récupération, témoin de la présence d'un mur dont les pierres ont été pillées. Mais dans ce désordre d'apparence se trouvent les réponses à une problématique scientifique. Il n'existe aucune documentation précise sur les édifices, de la Genèse à l'abbatiale du XIIIe siècle. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, les plans et représentations de l'abbaye moderne n'ont été dessinés qu'à partir de témoignages et de souvenirs. Fort heureusement, le site n'a jamais subi d'aménagement destructeur et présente un excellent état de conservation. Après 3 semaines de fouilles, Jean-Michel Villot et son équipe confirment l'inexactitude des sources documentaires en sortant du sol 2 chapelles axiales. Je suis actuellement sur les fondations, l'une de ces chapelles rayonnantes, dont là on voit sous mes pieds les blocs de fondation et on devine parfaitement son plan en fer à cheval. Là on suit parfaitement la maçonnerie qui tourne juste devant moi, qui passe hors des limites de la fouille, mais dont on possède juste là, à l'arrière, le retour. Donc là, un plan en fer à cheval. Attenante à cette chapelle, qui est totalement dégagée maintenant, une autre chapelle rayonnante est en cours de dégagement, une chapelle importante puisqu'il s'agit de la chapelle axiale, qui est dans l'axe du chœur, qui est en taille un peu plus grande que ses voisines. À l'arrière du chœur de l'abbaye moderne, à l'arrière des chapelles rayonnantes, on est descendu un tout petit peu plus bas pour travailler sur les vestiges antérieurs à la construction de l'église abbatiale de 1750. Et on a trouvé certains éléments qui pourraient être liés au bâtiment conventuel de l'église abbatiale gothique, qui est juste postérieure. En l'occurrence, même si le plan n'est pas encore très visible, je suis là actuellement à l'intérieur d'une pièce, le sous-sol d'un bâtiment plus précisément, avec dans le fond l'aménagement d'une rigole, avec des aménagements tels que celui-ci, qui est un pavage. On est en train de découvrir aussi, tout à fait à l'opposé, des aménagements liés à cette rigole. Ce pavage en briques pourrait être bien antérieur à la construction des chapelles de l'abbaye moderne. Ils s'en sont servis pour la construire, mais ils ont été mis en place bien avant, ces pavages. Il s'agit peut-être d'un fond de bassin qui collectait les eaux pluviales. Il reste à établir les liens entre cette rigole et ce fond de bassin, et le pavage avec la construction des chapelles rayonnantes modernes.
Les archéologues ont retrouvé dans cet espace des déchets abandonnés par un verrier. 2 datations pour ces débris, une correspondant à la construction de l'abbaye moderne et une autre d'une époque bien antérieure. L'artisan a donc utilisé des matériaux contemporains, mais a également réutilisé ce qu'il a trouvé sur place. Si l'histoire ne nous dit pas s'il a facturé la totalité des matériaux, cette découverte nous en apprend beaucoup sur la technique des verriers pendant ces 2 périodes. 25e jour de fouille, la chapelle axiale est maintenant dégagée et les archéologues ont sorti de terre l'abside du chœur de l'abbatiale contemporaine. L'abside dégagée a permis de repérer le déambulatoire, lui aussi complètement épierré, et préciser ainsi le plan au sol de l'édifice. Une quinzaine de sépultures a été retrouvée au pied des 2 tours. Il s'agit essentiellement de villageois et peut-être de chanoines. Utilisées tout au long du 19e siècle, les sépultures se superposent et par manque d'espace et en l'absence de pierres tombales, certains squelettes ont été poussés par les fossoyeurs, place aux jeunes en quelque sorte. C'était une pratique mortuaire courante au 19e siècle. C'est ici qu'intervient Déborah de Lobel. Sur ces squelettes, nous essayons de déterminer principalement l'âge et le sexe de l'individu, ainsi que les pathologies dont il a pu souffrir de son vivant. Alors, toute pathologie, qu'elle soit traumatique ou tout simplement une maladie, va laisser une trace sur l'os. Ou alors, s'il s'agissait d'un ouvrier, on va pouvoir voir sur ses os des marqueurs d'activité. 34e jour de fouille, les travaux avancent dans la zone sud. La semaine dernière, une marche sur les bords du petit canal a révélé qu'il était recouvert par une dalle de grès dont on retrouve certains éléments. Cette semaine, les archéologues du département se sont penchés sur le système d'écoulement et de captation des eaux. Après un parcours de 3 mètres, les 3 mètres qu'on a dégagés lors de cette campagne de fouille, donc l'eau s'est coulée ici sur le fond du petit canal et se déverser à travers ce trou dans une cuve présente sous les dalles de grès qui sont là juste derrière la maçonnerie. Et lorsque cette cuve était pleine, par un système de trop-plein, l'eau finissait par se redéverser dans la grande citerne qui est située derrière ici la démolition qu'on voit là juste devant nous, qui s'étendait sur plus de 4 mètres de long et qui faisait au moins 3 mètres de large. Ces eaux de collecte, même si elles étaient impropres à la consommation, venaient en complément des eaux fournies par les 2 grands puits de l'abbaye. Ces puits figurent sur des plans anciens, mais il faudra patienter jusqu'à la prochaine campagne de fouilles pour en trouver la trace.